Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello Niki, comment tu vas? Écoute Bi, ça va très bien et toi? Waouh, t'as dit très bien. Bon, moi je suis là. Aïe, bah oui, ça va. C'est tout. C'est bien. Non, je suis contente. C'est quoi tes nouvelles? T'es bête. Bah mes nouvelles, écoute, mes nouvelles, c'est plus un changement alimentaire. Il y a 4 mois de cela, j'ai embarqué des potes à moi pour faire un challenge sans sucre ajouté. Donc on l'a fait pendant 3 mois. Il s'agissait de bannir les pâtisseries, les bonbons, les glaces, les pizzas, l'alcool pendant 3 mois. Les Juste pour gâteaux? voir ce que ça allait faire sur l'organisme. Les gâteaux, ouais. Juste pour voir ce que ça allait faire sur l'organisme. Et franchement, c'était une très très belle expérience parce que je suis un peu une addict au sucre. On a beaucoup plus d'énergie, on dort mieux, on réfléchit mieux, je trouve. On a moins de fatigue chronique. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 mois. Quand je suis allée en vacances, bah, bien entendu, j'ai lâché. Je me suis empiffrée de gâteaux, de bonbons, de glaces, de tout ce qui me passait sous la main. Et juste pour préciser que franchement, quand tu vas en France, c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de challenge parce que tout est sucré. Absolument tout est sucré. Donc quand je suis revenue, bah, j'ai repris le challenge. Et honnêtement, je suis assez fière de moi parce que je pensais pas que j'allais pouvoir couper le sucre aussi facilement. Donc voilà pour mes nouvelles. Et Bravo. toi? Moi, je suis fière de toi. Merci. Pour t'avoir Merci. vu Merci. ton addiction au sucre, c'était pas évident. Je tiens à préciser Ouais. que vous avez failli sacrifier mon gâteau d'anniversaire avec votre challenge. Oh, ça va. On l'a goûté quand même. On l'a goûté. Ouais, On l'a mais bon, j'imagine, puisque le sucre, ça reste quand même une drogue. Hein. On le dit pas assez, mais ça reste une drogue. C'est nuancé. J'ai vu justement un documentaire sur Netflix. Je sais plus comment ça s'appelle. On mettra dans les notes du podcast. Bah, il nuance quand même la phrase qui dit que le sucre c'est une drogue, parce qu'on en a quand même besoin, tu vois. C'est peut-être l'excès qui devient problématique, mais on a vachement besoin de sucre quand même pour l'organisme. Donc je sais pas. Ouais, bah après, il y a les sucres lents, je pense que oui, mais les sucres ajoutés à outrance comme on le Ouais. fait, c'est addictif et Oui, c'est clair. on pourrait diminuer. Ok, nice. Ouais, clairement. Moi, mes nouvelles, ça fait un moment que j'entends parler de voyage dans l'espace, donc ça m'a intriguée. Pardon. Non, c'est bon, on arrête l'épisode. On n'arrive pas à l'épisode, t'as même pas écouté. C'est ça votre problème à vous, les gens du Cameroun. Vas-y, écoute. Oh, vas-y, tu m'attaques, hein. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, et vraiment, c'est là que je me suis dit, je suis devenue une tante. J'étais, mais ça vous suffit pas de voyager sur Terre. Il faut que vous preniez la fusée pour aller dans l'espace. Polluer encore la planète alors qu'on dit que c'est déjà assez pollué. Et vraiment, c'était, Ouais. ça m'intrigue parce que je me demande en fait à quel point l'homme est curieux ou c'est une manière juste de se différencier des autres. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir tester de nouvelles choses. Je sais pas. Je pense pas que ce soit de la curiosité, hein. C'est juste, ils savent plus où claquer leur argent. Enfin, la phrase sky is the limit, là, c'est juste pour percer ça, quoi. Ils savent plus moi, quoi j'ai faire de l'impression. leur argent, c'est tout. Ouais, ça fait juste, il y a nous et il y a les autres. Bah oui, je suis désolée, le gars, comment il s'appelle, là, le premier milliardaire et Jeff Bezos, je suis sûre qu'ils ont claqué le PIB d'un pays, là, plusieurs pays même. Enfin, je sais pas. Ils sont milliardaires. En tout cas, c'est eux. C'est ouais, bien donc pour du eux. coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ok, bon, chacun fait sa vie, quoi. En tout cas. Mais c'était curieux. En tout cas, vraiment. Ouais, voilà, c'était mes nouvelles. Ok, bon bah sur ces bonnes nouvelles, on va débuter l'épisode avec une invitée cette fois-ci. On change de registre. Elle s'appelle Senami. On change de registre, ouais, d'univers même carrément. On se dirige vers l'art. On a rencontré Senami lors d'une exposition, lors d'un vernissage à la Fondation d'Envahi ici à Abidjan. On a adoré ses œuvres, on a adoré l'histoire qui se cachait derrière.
Et du coup, on a voulu l'inviter dans le podcast pour qu'elle partage avec nous son processus créatif, son histoire, son parcours et voilà. Donc, bienvenue, Senami. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Faut savoir que cette invitation a été un parcours de combattant parce qu'il y a eu beaucoup d'empêchements, mais finalement on est très contente parce que ça se fait. Là, Senami est actuellement au Bénin, nous on est en Côte d'Ivoire, donc on teste pour la première fois l'enregistrement à distance. Donc on espère qu'au niveau du son ça sera top. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Soyons focalisés sur l'écoute. Ouais, voilà, aussi. Ok, On va laisser te d'accord. présenter. Donc, tu te présentes ton prénom, tes différents slash, donc ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes faire, etc. On t'écoute. Je suis Senami Donumassou. Je suis une jeune femme béninoise, artiste. Euh, je me définis un peu plus comme artiste visuelle que plasticienne. Et je fais aussi de l'illustration. Donc, je suis dans le domaine, disons, ça fait environ 10 ans. 10 ans que je me suis lancée dans l'art et que je ne vis pratiquement que de l'art. Sous toutes ses formes. Donc, Eh ben, c'est joli, hein? Donc, voilà, d'entrée de jeu, ça, c'est la présentation de ma petite personne. Non, j'allais dire, justement, comme tu dis que tu vis de l'art, donc comment t'es tombée dans l'art? Comment je suis tombée dans l'art? Je pense que c'est la passion, hein. Comme on le dit toujours, c'est la passion du dessin. Je pense que je l'ai toujours eu. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup dessiner. Je regardais dans les manuels scolaires, je reproduisais les dessins. Et petitement, ça s'est développé. L'autre chose aussi, j'ai l'habitude de le dire, je suis une enfant de la télévision. Donc, j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence devant la télévision. Et disons que j'ai une culture de l'image, au fait, qui m'a beaucoup marqué. Donc, l'image, les formes, les couleurs et tout, ça m'a beaucoup marqué. Je pense que ça m'a énormément imprégné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans mon art tourné énormément vers euh, l'image, disons, globalement. Donc, avec le temps, je me suis mise au dessin progressivement et tout. Et après le bac, j'ai fait le campus d'Abomey-Calavi, l'Université nationale. Et parallèlement à mes études, je m'étais inscrite dans une union culturelle et artistique des étudiants sur le campus, ce qui me permettait d'expérimenter ce côté artistique-là et tout, d'aller à la rencontre d'autres jeunes qui aimaient bien pratiquer la chose aussi, artistique, le dessin, la musique, la danse, etc. C'était tout un monde, tout un mélange et tout. Donc, c'est en fait en réalité sur le campus que ça a commencé. Parce que en allant en contact d'autres personnes ayant les mêmes passions, la même passion que moi, je me suis dit, ouais, c'est possible quand même et tout. Donc, j'ai commencé petitement. Quand je n'ai pas eu la bourse, mais ici on a le secours. Donc, c'est intermédiaire. La bourse, c'est à partir de 14 quand tu as le bac. Donc, j'avais le secours. Et avec le secours, ça m'a permis d'acheter du matériel de peinture pour commencer. Donc, c'est un peu comme ça qu'en première année d'université, j'ai pu prendre un peu de matériel pour commencer. J'ai commencé avec la peinture sur toile et tout parce que je faisais du dessin et ça m'aidait à joindre les deux bouts à la fin du mois et tout, compléter ce que les parents envoyaient parce que les amis, tel ami va demander un petit dessin pour un parent, une toile pour l'anniversaire de tel, etc. et tout. Et tout doucement comme ça, voilà, je suis rentrée dans le milieu et tout. Donc, je pense qu'avec ça, ça c'est un peu, de fil en aiguille, les choses se sont faites et voilà, je suis là où je suis. Donc, il y a, dans mon parcours, je dirais que j'ai eu pratiquement 3 étapes ou 3 périodes parce que j'ai commencé sur le campus avec la peinture et quand j'ai fini ma licence, je me suis retrouvée à ma propre charge et il fallait quand même se débrouiller. Et là, je me suis rendu compte que, bon, ok, les œuvres, les tableaux, ça ne se vend pas tous les jours non plus.
Donc, il fallait s'adapter, il fallait trouver des ressources et tout. Et là, je me suis formée, bon, moi-même, en autodidacte, en Photoshop pour le graphisme et aussi l'illustration. Donc, le dessin et tout, sur ordinateur, etc. et tout. Donc, voilà. Progressivement aussi, j'ai eu à faire ma petite expérience dans le domaine du graphisme, du dessin, de l'illustration digitale et tout. Donc, c'est progressivement ces deux aspects-là. Donc, il s'est fait que durant ma période graphisme, dessin et tout à fond, j'ai délaissé un peu la peinture. J'ai délaissé la plastique. Mais je suis revenue à la plastique en 2017 et tout, progressivement. Mais là, je suis revenue autrement. Parce que, en temps, j'ai traversé une période un peu particulière où je ressentais le besoin d'aller à la recherche d'autre chose, d'exprimer autre chose, de toucher autre chose. Parce que la peinture, je pensais, bon, la peinture ne suffisait plus, au fait, à, à dire ce que je voulais. En fait, ça ne correspondait vraiment plus à ce que je voulais. Donc, je me suis lancée dans une recherche de médium, de technique et tout depuis 2017 et progressivement, j'ai découvert la lumière et tout ce qu'il y a comme travail autour, au fait. Donc, progressivement, voilà. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis une artiste qui expérimente beaucoup de choses, euh, beaucoup de techniques, des techniques qui sont autour de la lumière essentiellement dans mon travail. Donc, voilà un peu mon parcours, je pense. Bon, l'autre côté aussi, en dehors de l'art visuel dont je peux parler, c'est l'illustration. Je fais aussi de l'illustration jeunesse et tout. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un livre illustré à compte d'auteur. J'ai travaillé sur plusieurs projets personnels et aussi avec des structures nationales ici, internationales et tout. Donc, voilà, c'est un peu dans ce petit monde-là que j'évolue. C'est stylé ça, franchement, félicitations, bravo. Ah, c'est super, hein. C'est un riche parcours, hein. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Merci. Mais oui. Mais du coup, je t'entendais et je me posais la question de savoir qu'est-ce qui inspire ton art au final, puisque tu as parlé de tes plusieurs étapes et qu'il y a eu des évolutions. Donc, je suppose que toi-même, en tant qu'individu, tu as évolué. Mais est-ce que du coup, ces inspirations aussi ont changé, évolué dans ton art ou c'est distinct? Au fait, disons que quand j'ai commencé la peinture, je voulais juste faire du beau. Faire du beau, je voulais mettre de la peinture et faire de jolies choses, de belles toiles et tout. Et au fil du temps, je pense que l'artiste, au fait, dans son travail, en créant, il se peint, disons, en quelque sorte. Bon, pas forcément, bon, ouais, il se peint, en fait. Son travail le représente. Donc, dans le travail, on s'expose, en fait. Et en fonction de tout ce qu'on a vécu et tout, le travail, ça change, la technique évolue, etc. Les thématiques aussi abordées évoluent. Donc, disons que durant ma période, parce que j'ai pratiquement laissé tomber la peinture fin 2013, début 2014 à 2017, durant pratiquement 3 à 4 ans. Et durant cette période-là, en fait, je me suis beaucoup remise en question. Et progressivement, la thématique, par exemple, de l'identité, la mémoire et autres sont des choses qui me sont venues parce que je me posais énormément de questions sur ma personne et tout. Et je pense que ce sont des thématiques que beaucoup d'artistes abordent, mais ce sont des thématiques qui évoluent tout au long de la vie de l'artiste. Donc, et il faut dire aussi que je suis une personne qui est plutôt très spirituelle, on peut le dire ainsi. J'ai un mode de vie un peu bizarre, mais quand même, ça fait que dans mon rapport à la vie, dans mon rapport aux choses et dans mon travail, je pars toujours de l'intérieur, c'est-à-dire je me pose la question de savoir, face à une situation, au lieu de juger, je cherche à comprendre. Donc, ça fait que dans ma création, je, je me mets dans des circonstances où je pose des problèmes de l'intérieur, en fait. Quand je parle d'un sujet, etc. et tout, je pars de l'intérieur en me demandant, OK, qu'est-ce qui a amené à cette situation? Au lieu de juger juste de l'extérieur pour dire non, ça, ce n'est pas bon, ça.
Donc, ça fait que je présente généralement les choses de l'intérieur du point de vue psychologique et plutôt poétique. Donc, dans le travail et tout. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Et aujourd'hui, j'ai 3 techniques que je développe. La première, c'est le photogramme. C'est une technique photographique et tout. Et la seconde, c'est le dessin de suie. Et la troisième, c'est les installations. Et les 3 tournent autour de la lumière. Donc, voilà à peu près l'évolution, la thématique, pour dire ainsi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces techniques-là? Comment ça t'est venu? Comment tu les développes? Et comment ça se fait que tu les assembles aujourd'hui? Bah, les techniques, au fait, me sont venues, disons, je vais pas dire naturellement, mais pas à la recherche. Énormément pas à la recherche parce que de nature, je suis une personne qui est vraiment énormément dans la réflexion tout le temps. Je pense que je suis un peu trop dans ma tête et tout. Donc, je cherche en permanence la meilleure manière de m'exprimer. Donc, la première technique qui m'est venue, c'est le photogramme parce que j'ai eu une bourse en 2018 de l'Institut français du Bénin où il fallait que je développe au Frénois, le Studio national des arts contemporains de la France, que je développe un projet durant 1 mois et demi, un projet artistique. Donc c'était une résidence et une résidence photographique au fait. Mais n'étant pas photographe, parce que j'ai un appareil photo, mais je ne me définis pas du tout comme photographe. N'étant pas du tout photographe, je ne voulais pas, au fait, faire de la photographie classique. J'ai vu dans mes recherches sur Internet, sur les techniques photographiques et tout, une technique photographique mais elle est argentique, c'est-à-dire que ça se fait dans le noir, à l'ancienne, au fait, et tout, donc avec du papier argentique, sensible, tout ça. Donc, c'est une technique particulière que très peu d'artistes pratiquent parce que ça demande du matériel spécifique qui ne se trouve plus parce que la photographie numérique a pris le pas. Donc, durant ma résidence au Frénois, c'est cette technique que j'ai développée et tout, que j'ai eu à apprendre les bases et tout, que j'ai développé. Et voilà. Donc là, ça a été ma rencontre avec la découverte avec le photographe. Et en ce qui concerne la suite, le dessin de suie, ça m'est venu l'année dernière lors du confinement, où je faisais justement des recherches aussi parce que je voulais une technique euh, intermédiaire plus ou moins pour dire ainsi, parce que vu que le photographe me demande un matériel vraiment spécifique, je voulais une autre technique qui puisse me permettre d'avoir un matériel beaucoup plus simple et tout. Donc, je travaille beaucoup sur du papier. Donc, voilà. Donc, le dessin dessus, il m'est venu. Donc, avec la flamme d'une bougie ou je sais pas pourquoi, d'une lampe, voilà, rapidement, je peux travailler aussi et tout. Et la dernière technique, qui est une technique dans laquelle j'aime bien m'éclater parce que je suis de nature, j'aime bien les interactions, j'aime bien mettre, disons, le visiteur, celui qui voit mon œuvre, j'aime bien le mettre dans certaines conditions et l'amener à se poser des questions. Donc, j'ai développé des installations et la plupart du temps, quand j'en ai l'opportunité, l'occasion, je fais des installations interactives parce que c'est pour moi l'opportunité de mettre, euh, de questionner autrement le visiteur ou la personne qui est face à mon œuvre. J'avais quand même pu développer plusieurs installations en fonction de l'endroit, etc., un certain nombre de paramètres. J'essaie de développer des installations interactives en plus du photogramme, du dessin de tuyau, parce que les installations font appel à tout le corps, à tous les sens du visiteur, parce que ça te plonge dans un monde donné et ça te demande de participer. Donc, généralement, le visiteur chez moi, il vient déclencher l'œuvre, il vient apporter un plus, il vient donner une vie, parce que, quoi qu'on dise, c'est c'est de l'interaction que naît les émotions, que naît l'histoire d'un homme et tout. Et la question des traces, des empreintes et tout, de la mémoire et de l'identité, ce sont des thèmes que j'aborde. Donc, le visiteur, quand il vient dans mon œuvre, il rentre dans l'installation, il est un élément clé. Euh, Généralement, c'est le visiteur qui vient activer l'œuvre ou il vient participer à l'œuvre et ça permet de donner une autre dimension au fait. Et en même temps, c'est certains trouvent que c'est plutôt ludique
parce que je les plonge dans quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ça change un peu des tableaux accrochés qu'on vient juste regarder dans une exposition. Et là, le visiteur tombe dans une expérience qui fait appel à tous ses sens, au fait. Donc, voilà un peu. En ce qui concerne les trois techniques que je développe. Ouais, c'est très marrant ce que tu dis parce que c'était exactement, c'était ça l'expérience à la Fondation d'Envahi. Tu avais tes œuvres, il y avait plusieurs tableaux et il y avait plusieurs significations pour chaque tableau individuel, mais l'ensemble faisait raconter aussi une histoire. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que tu disais que ta technique, en fait, c'était un one shot, quoi. Tu pouvais pas forcément la reproduire. Non, pas du tout. Elle est unique. Elle est unique parce que, et je pense que ce sont les trois techniques, au fait, qui le sont. Si je prends le photogramme, par exemple, dans la réalisation du photogramme, il y a, il y a une part qui relève du hasard. C'est de la manipulation d'images, de la manipulation de lumière aussi dans le noir et tout. Tout le travail se fait dans le noir. Et la réalité, au fait, tu ne vois l'œuvre créée qu'une fois que c'est dans la chimie, au fait. Donc, c'est une fois dans la chimie que tu vois le résultat, ce que tu as fait. Donc, parfois, il y a des choses qu'on fait instinctivement et des gestes qu'on fait sans savoir et tout le reste. La durée n'est pas la même, tu ne poses pas l'objet de la même manière, etc. et tout. Même si peut-être au fond, tu as un dessin qui sert de squelette, je dirais, à ce que tu veux réaliser. Les autres éléments que je vais apporter dans la manipulation, dans le noir, ça relève énormément du hasard. Ça, c'est en ce qui concerne le photogramme. Et en ce qui concerne le dessin de tuy, c'est pareil. Tu ne contrôles pas toujours la flamme, au fait. Un coup de vent peut faire basculer la flamme d'un côté, de l'autre, etc. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de manipuler au mieux, mais tu n'as pas le contrôle absolu de la direction que va prendre la flamme. Et en ce qui concerne les installations, surtout en ce qui concerne les installations interactives, l'installation va apparaître à chaque visiteur différemment parce que ça va faire appel à ses souvenirs, à ses sens, à son vécu et tout. Et en cela, et vu que chaque visiteur apporte généralement un plus à la création, l'installation que vous allez voir aujourd'hui ne sera peut-être pas celle que vous allez voir demain quand vous allez revenir. En 2019, j'avais exposé au centre ici. On a un centre à Abomey-Calavi. Une installation que j'ai nommée le mémorial du vivant. Le mémorial du vivant où je questionnais nos traces, ce qui restait de nous, de notre vécu et tout, et ce qu'on voulait laisser. Et au mur, en fait, l'installation se présentait dans le noir, ça se présente dans le noir absolu, et elle est interactive. Et au mur, il est écrit, avec de la peinture fluorescente, il est écrit que laisseras-tu de toi? Donc, vu que c'est une installation interactive, dès que le visiteur entre dans la pièce s'allume, il y a des lampes spécifiques qui s'activent et le visiteur voit le message qui est là. Et j'avais laissé à disposition des visiteurs des marqueurs, des feutres pour répondre sur le mur. Donc, toutes les personnes qui venaient ils écrivaient sur le mur. Ça fait qu'à la fin de l'exposition, les 4 murs étaient pleins. Il y en a même qui voulaient, s'ils pouvaient, ils allaient écrire sur le plafond. donc déjà là, par exemple, si tu visites une œuvre du genre, aujourd'hui, demain, quand tu iras encore visiter, parce que d'autres personnes sont passées après toi, tu vas avoir quelque chose de nouveau encore. Et la visite, par exemple, d'une œuvre comme ça, en fait, du mémorial du vivant, non seulement tu réponds à une question, mais tu lis aussi la réponse des autres. Et ça te permet de remettre un peu en question parce que quand tu rentres dans une pièce et en même temps, sans que tu t'y attends, on te pose la question de savoir que laisseras-tu de toi, c'est que quelque part, on veut te confronter à ta propre mort, à ta propre absence et à ce que tu veux laisser de ta vie. En fait, on te demande en quelque sorte de faire un résumé de ce que tu veux laisser de toi, en fait. Et ça, je pense que quelque part, et même des visiteurs, des gens me l'ont dit lors de l'exposition au cours du vernissage, il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont fait des retours par rapport à cette œuvre parce qu'ils s'attendaient pas à cette question. Et ça a été une totale remise en question
pour ces personnes-là. Donc, c'est-à-dire que toutes mes œuvres, en fait, quelque part, moi, je me libère, mais fondamentalement, le hasard prend toujours une grande part dans ce que je fais parce que je dis toujours, tu peux croire que tu as le contrôle de tout dans ta vie. Tu peux te dire, même si tu as la pensée positive, voilà, si ça, mais en réalité, tu as juste le contrôle non seulement de tes pensées, mais aussi de la réaction que tu as face aux événements. Mais tu n'as pas le contrôle des autres, tu n'as pas le contrôle parfois de ta propre santé, hein. Tu n'as pas le contrôle de... En réalité, le contrôle quelque part est un tant soit peu illusoire, en fait. Mais la force que nous avons, c'est la réaction que nous avons face aux événements. Donc, c'est deux choix généralement dans la vie. Donc, et je me dis parfois, il faut faire le choix le plus simple qui ne nous donne pas, qui ne nourrit pas d'autres choses derrière et tout. Donc, il faut rester simple. Donc, et c'est un peu ce principe qui fait que j'aime bien laisser le hasard un peu me guider aussi dans la création. En fait, la boucle est bouclée, c'est incroyable. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est que du hasard ou c'est de la spiritualité ou je ne sais quoi. Là, c'est chaud. En fait, c'est Nami dans la première saison de notre podcast, on se posait beaucoup de questions sur tout ce qui était identité et surtout le lâcher prise. Ça fait l'objet de plusieurs épisodes et c'est tellement, enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est tellement marrant que t'en parles maintenant. Enfin, voilà, on dirait qu'on répond, enfin, voilà, c'est ça, en fait. La saison 2, c'est vraiment répondre à toutes les questions qu'on se posait à la saison 1. Donc, c'est vraiment bienvenu. Et avec chaque invité, hein. Oui, avec chaque invité. C'est hallucinant. Ah ouais, bizarrement. C'est hallucinant. Comme quoi, voilà, quoi. En fait, il y a le hasard, mais il n'y a pas le hasard. Ouais, exactement. Ça a du sens parce que moi, je me dis, on n'a pas toujours conscience de tout, on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a comme paramètres dans notre vie. Mais voir les choses comme ça, en fait, nous permet de toujours prendre tout sportivement, en fait, et de se dire que ça va aller, en fait. Ça va aller. Et le lâcher prise, il est très important. Et généralement, en parlant de lâcher prise, je dis un peu aux gens, c'est genre, tu fais une prière, bon, on suppose, tu demandes à quelqu'un que, voilà, tu lui demandes, donne-moi ceci. Ok, la personne te dit, ok, je vais te le donner. Dès que je pourrai, je te le donnerai. Ou bien dès que je sentirai que tu es prêt, peut-être je te regarde au moment opportun, je te le donnerai. Mais tu es tout le temps derrière la personne, tu lui mets la pression, tu lui dis, donne-moi. À un moment donné, la personne va soit te donner la chose et va s'en foutre totalement de ce qui va t'arriver, soit la personne va se dire, ok, je te donne plus parce que tu me fais chier. Donc, c'est un peu ça la vie, au fait, quelque part. Moi, j'ai l'habitude de dire, passe ta commande, fais tes prières, le reste, lâche prise parce que tu n'es pas Dieu et faut pas vouloir tout contrôler avec le mental. Dieu, il est là pour ça, en fait, pour qu'on puisse lâcher prise et profiter. Donc, voilà un peu. Ouais. Ça fait beaucoup de sens, hein, ce que tu dis, avec la saison 1, mais aussi avec actuellement, ce qu'on vit. Et du coup, moi, je m'interroge aussi par rapport à ce que tu disais sur tes thèmes de recherche. Donc, avant, tu étais plus sur les traces, l'histoire, les rencontres. Mais est-ce que tes prochains thèmes artistiques seront toujours avec ce thème-là ou il évolue puisqu'il y a quand même on va dire de la psychologie, de l'émotion dans ta démarche artistique et que ça a un lien aussi avec ton évolution personnelle. Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui t'intéresse pour le moment ou pour la suite ou t'es encore en recherche? Non, je suis tout le temps en recherche. Non, en fait, le thème, je pense que le thème restera jusqu'à ce que peut-être j'en ai assez d'en parler et que je passe à autre chose dans ma vie, etc. Mais le thème, en fait, il est toujours là, mais il est abordé différemment à chaque fois, en fait. Par exemple, dans les travaux que j'ai présentés à Abidjan, j'ai parlé de la psychogénéalogie, du rapport à nos ancêtres, de l'héritage, etc. et tout. Mais actuellement, ce que je suis en train d'explorer, ça relève toujours de la mémoire, mais c'est un peu de la mémoire du corps,
de comment est-ce que nos émotions s'inscrivent dans notre corps. Là, c'est un peu plus physique, un peu plus matériel. La mémoire qu'on a avec les objets, les traces qu'on laisse, etc. Donc, c'est toujours un peu pareil. Je suis un peu fascinée depuis toujours. Hein. J'ai l'habitude de dire que j'ai deux passions depuis toujours. C'est l'histoire et c'est l'astronomie. L'histoire te permet de regarder dans le passé, l'histoire à l'archéologie et tout le reste. Ça te permet d'analyser l'histoire, ce qui est passé, les faits passés et tout, de voir dans le passé. Et l'astronomie aussi te permet de regarder le ciel, de regarder les étoiles. Mais quand tu regardes le ciel et les étoiles, c'est toujours le passé que tu regardes. Dans les deux sens, j'ai toujours été fascinée par le passé. Donc, je suis une férue aussi d'étoiles, de galaxies, tout ce qui va avec et tout. Je pense que le thème de la mémoire et de l'identité, ça va continuer parce que nous sommes ici, nous sommes tous des êtres vivants, nous sommes ici pour faire des expériences et au-delà de tout, c'est pour se définir. Dans tout ce qu'on fait, on se définit. On cherche à savoir qui nous sommes. Parfois, on le fait en se disant, je veux le prouver à l'autre. Parfois, on le fait en disant, je veux me le prouver à moi. Parfois, on le fait juste pour le faire sans savoir pourquoi, mais on le fait quand même. Donc, je pense que la question de l'identité, c'est une question qui, de tout temps, a toujours eu son sens et ça va continuer à avoir son sens. Mais pour ma part, je l'ai lié un peu à la mémoire parce que tu ne peux pas parler d'identité sans parler de ton passé, sans parler de ton héritage, sans savoir d'où tu viens. C'est les empreintes nous disent tu as été par là, tu as été par ci, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est les traces qu'on laisse. Les empreintes et les traces, ce sont les traces visibles en fait. La thématique, elle va demeurer, mais elle va évoluer. Elle va évoluer en fonction de ce que je vis, en fonction du moment, de ce qui me vient aussi comme inspiration et tout. Donc, et il faut aussi dire que je suis une personne qui a un processus de création peut-être un peu particulière comparé à beaucoup d'artistes. C'est que je parle généralement de mon vécu pour pouvoir créer. Et c'est quand je suis vraiment émotionnellement parfois touchée par quelque chose et tout que je crée. Par exemple, je parlais de l'installation, le mémorial du vivant. Je l'ai créé en 2019. Ça m'a permis de faire le deuil d'une perte d'un proche, d'une amie que j'ai perdue. Parfois, c'est ce que je vis qui me pousse à créer. Et en créant, c'est comme si je fais une sorte de délivrance, d'exorcisme, en fait. Et ça me permet de lâcher prise. Et en même temps, je questionne les autres. Je me questionne parce que les réponses, au fait, en réalité, est-ce que les réponses sont intéressantes? Je ne pense pas. C'est les questions qui sont vraiment intéressantes parce que quand tu as les bonnes questions, les réponses, elles apparaissent tout naturellement, en fait. Ma création, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça fait que je peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans sur un projet avant de sortir et tout. Je ne suis pas pressée. Mais quand je sors, je sais que bon, ce que j'ai sorti, ça a du sens pour moi et j'espère que ça aura du sens pour d'autres personnes. Eh ben, dis donc là, tu as répondu à une de nos questions favorites. Et du coup, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit et tu as parlé de psychogénéalogie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, la psychogénéalogie, au fait, ouais, on peut dire que c'est une science qui est apparue depuis quelques temps en France et un peu partout dans le monde, qui se pratique de plus en plus, qui nous permet, au fait, qui permet d'étudier les faits passés, au fait, dans la branche généalogique, de partir des faits connus ou pas, et de voir comment ces faits-là peuvent avoir des répercussions sur la vie d'une personne. Parfois, on a des blocages sans qu'on le sache pourquoi. Parfois, on a des peurs inexpliquées sans qu'on ne le sache pourquoi. Et parfois, la psychogénéalogie peut être une réponse à cela. Et je me rappelle une de mes œuvres majeures, celle qui était à Abidjan, c'est le constellé qui est constitué de 12 photogrammes qui a pour titre, au fait, le constellé en psychogénéalogie, c'est la personne qui va voir un psychogénéalogue, j'espère que je prononce bien, pour quand même qui se pose des questions sur sa vie, sur son passé, pour trouver des réponses, au fait. D'accord. Et cette personne, on l'appelle le constellé parce qu'il est amené à drainer une carte de sa famille, une constellation en quelque sorte de sa famille et tout. D'accord. Pour le projet, le constellé qui est constitué de 12 photogrammes,
j'avais questionné 12 personnes pour la réalisation de chaque photogramme. Et parmi les personnes que j'avais questionnées, il y avait un ami à moi qui s'appelle Baba Touné. Et chez nous, Baba Touné, c'est un yoba. Et chez nous, Baba Touné est donné à l'enfant qui est né juste après la naissance du grand-père. Donc, généralement du grand-père paternel, je pense, et tout. Et le jeune homme en question, au fait, c'est un jeune homme qui, à l'âge de 25 ans, avait peur de conduire la moto. Et il fait aussi de la musique. Et dans les questionnaires, j'ai posé pas mal de questions sur l'histoire, sur les grands-parents, les parents, s'ils avaient connaissance d'un fait spécifique et qui est arrivé à un parent ou à un des grands-parents et tout. Et dans la discussion, dans le questionnaire que je lui avais fourni, il avait dit que son grand-père paternel avait eu un accident de moto de son vivant et que jusqu'à sa mort, il avait gardé une phobie des motos et il évitait au maximum de prendre la moto. Et lors de la discussion, je lui ai dit, mais écoute, mais tu trouves pas que ça fait un peu bizarre le fait que tu n'as jamais aimé la moto et que à 50 ans, comme tu n'as pas voulu apprendre la moto et que tu as toujours eu une phobie des motos et tout. Il disait que bof, bon, voilà, qu'il n'a jamais su expliquer cette phobie qu'il avait et tout. Et voilà, quoi. Mais figurez-vous que un an après, je l'ai revu. Mais quand je l'ai revu, il avait acheté une grosse moto. Et je lui ai demandé, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a peur des motos et tout, c'est passé par où? Il dit qu'il ne sait pas, mais bon, voilà, il s'est mis à la moto, il a aimé, et que voilà, il a une grosse moto, il fait de longues distances avec, et moi-même, j'étais totalement dépassée. Un petit exemple de que ça peut être un peu la psychogénéalogie. C'est vrai que scientifiquement, on peut pas dire que c'est prouvé ou pas, mais je pense que cette discussion avec lui a permis quand même de débloquer quelque chose, je suppose. Vous voyez un peu, a permis de débloquer quelque chose parce que ça lui a permis de faire une mise en conscience de sa peur, peut-être de donner une source ou une explication à la chose. Et c'est quelque chose qui, à ce qu'il paraît, j'ai pas mal fouillé, pas mal suivi d'éléments dessus, lui aussi. C'est quelque chose qui se retrouve énormément dans beaucoup de cas, dans des familles où tel grand-père ou telle tante a subi tel traumatisme, peut-être un viol, ou bien il y a eu un crime, des situations du genre, ou même ça peut être positif comme négatif, hein, mais il y a toujours des situations vécues dans des familles qui sont conduites par les gènes. Effectivement. Et avec le temps, ça peut être la source de nos phobies, de nos peurs, de nos angoisses sans qu'on ne sache. Et c'est la partie invisible au fait de l'iceberg de l'héritage familial. Parce que l'autre côté visible de l'héritage familial, pour dire ainsi, c'est la ressemblance, c'est peut-être la religion, les pratiques religieuses, c'est peut-être la langue, le nom de famille, etc. Mais la partie invisible aussi, c'est dans le sang, c'est dans les gènes, et c'est ça. Et ça compte. Donc, c'est un exemple un peu du processus de travail chez moi, où je me questionne, je questionne les gens autour de moi, et de la psychogénéalogie, de ce que ça fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de personnes font recours à cette spécialité-là pour comprendre pas mal de choses dans leur vie. Pourquoi ils ont peur de ci, pourquoi ils font des crises d'angoisse. Donc, ça explique pas mal de choses, au fait. C'est tout comme la psychologie, mais juste que la psychogénéalogie va fouiller du côté de la généalogie des parents décédés, de la famille, de l'histoire de la famille, etc., etc. D'accord. Super intéressant. Ouais. Et du coup, comment t'es tombée dessus? T'en avais déjà entendu parler ou c'est à force de faire des recherches pour ton art? En fait, je suis tombée dessus par une amie. D'accord. J'étais en France en 2018. J'étais en France en 2018 et je discutais avec elle. En fait, je suis restée chez elle durant quelques jours. Elle m'a dit que qu'elle a remarqué un certain nombre de choses chez moi. Et je lui ai dit, ah bon? Et elle me dit oui, mais que ça peut s'expliquer par la psychogénéalogie ou par la psychologie ou un truc du genre. Et elle m'a parlé d'un livre. C'est le titre du livre quand même, c'est Aïe mes aïeux. D'accord. Et celle qu'il a écrit, elle s'appelle Anne quelque chose. Et dans le livre, en fait,
la dame, elle est en quelque sorte la pionnière, en fait, de la psychogénéalogie. Elle parlait de ce que c'était la psychogénéalogie, de comment est-ce que ça pouvait nous aider à avoir des réponses sur des aspects de notre vie, de notre existence, etc. et tout. Donc, c'est parti de là, en fait. Ce livre-là me l'a donné durant le court séjour que j'ai eu à faire chez elle. J'ai parcouru le livre. Et par la suite, quand je suis rentrée, j'ai fait plein de recherches. Il y a plein de personnes qui en parlent sur YouTube. Sur Google, il y a plein de pages web qui en parlent, de sites internet. Donc, j'ai fouillé, je me suis nourrie. Et voilà, pour créer, j'ai fait des questionnaires et je suis partie avec les réponses que les gens se sont données pour pouvoir créer. Et ce qui était intéressant pour moi aussi, c'était que lorsque j'ai partagé les questionnaires pour la réalisation du projet, en posant des questions aux gens, les gens me demandaient, mais pourquoi tu poses des questions bizarres comme ça? Pourquoi tu poses des questions bizarres comme ça? Et je leur ai dit, bon, écoute, ce n'est pas grave, c'est peut-être bizarre, mais va demander à ton père, à ta mère, à ta grand-mère, etc. Et reviens. Et après, on va discuter. Et il s'est fait que beaucoup de personnes, en posant des questions, ont eu des réponses auxquelles elles s'attendaient pas du tout, au fait. Et elles étaient étonnées de voir que dans la famille, il y avait eu telle tante ou tel oncle qui a vécu telle situation ou je sais pas quoi. Il y a d'autres familles où il y a pratiquement plus là parce que il y a plus de mémoire vivante, il y a plus vraiment quelqu'un qui pourra relater ses faits. C'est un peu triste. Mais toujours est-il que, bon, quelque part, quand on fouille dans son passé, on a d'une manière ou d'une autre des réponses. Soit on les a directement, soit parfois il y a l'intuition qui nous guide aussi. Donc, voilà un peu. Exactement. Oui. Du coup, comme tu parlais tout à l'heure de fait de poser des questions aux gens de ton entourage et que ça les amène à les poser des questions et à creuser un peu plus, est-ce que derrière, tu es prête à recevoir les discussions que ça va engendrer? Parce que du coup, c'est quand même une sorte de boîte de Pandore que certains vont ouvrir pour essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne, d'où vient leur fonctionnement ou certaines choses qu'ils vivent au quotidien, que ce soit positif ou négatif. Donc, je m'interrogeais par rapport à ça. Oui, je comprends. Oui, en effet, c'est une grande boîte de Pandore. Mais généralement, j'ai l'habitude de dire aux gens, écoutez-vous. On ne s'écoute pas vraiment, en fait. On ne s'écoute pas parce que généralement, notre corps nous parle, notre intuition nous parle tout le temps. Et quand on a des problèmes, on est face à des situations et tout, c'est généralement le mental qui prend le dessus. On veut toujours quelque chose, en fait. Et quand j'amène les gens à voir, parce que c'est aussi une manière de voir au-delà de la réalité, au-delà des choses, de la réalité apparente et tout, il y en a qui sont sceptiques, qui vont dire, ouais, moi je m'en fous, j'y crois pas et tout le reste. Bah, je dis tant mieux, hein, tant mieux, en fait. Tant mieux, ça. Tu ne peux forcer personne à comprendre ce qui n'est pas prêt à comprendre ou ce qui ne veut pas comprendre, en fait. Mais il y en a qui sont réceptifs, qui se posent des questions et tout. Et quand ces personnes-là ont des questions et veulent discuter, moi, c'est toujours un plaisir. Je le dis, je le répète, je ne suis pas psychologue, absolument pas. Mais c'est toujours un plaisir pour moi parce que moi-même, je n'ai pas encore fini avec ma propre vie de répondre, de trouver la réponse à des questions que je me pose sur ma personne, sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas psychologue. J'ai toujours plaisir à discuter avec les autres parce que de la discussion jaillit la lumière. Quand tu parles avec quelqu'un, tu vois les choses autrement et ça peut t'aider à aborder ton problème ou ta situation autrement, en fait. Donc, au lieu juste de rester dans ton coin et de te dire, ouais, voilà, c'est ça, le fait de discuter, d'échanger nous permet d'avoir des points de vue et de nous améliorer ou de voir les choses autrement. Donc, moi, et quand je commence comme ça avec mes sujets et tout, mes amis me trouvent un peu relou. La plupart m'appellent la vieille parce qu'ils trouvent que j'ai des sujets un peu comme les personnes âgées. Je parle tout le temps de mémoire, de vieux trucs, d'histoire, etc. et tout. Mais je sais une réalité. Pour ma part, je dis, qu'on soit conscient ou non, quand même, c'est un fait qui est là. Et à un moment donné de notre vie, on se pose des questions. À quoi bon les questions, les réponses, on ne va pas forcément les trouver dans le présent, on va les trouver dans le passé. Les réponses, on va les trouver dans notre enfance. Dans les réponses, on peut les trouver
dans la vie de jeune fille de notre mère, dans la vie de jeune fille de notre père, etc. Donc, voilà, il faut rester ouvert, en fait. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis pour Mhm. tout ce qui est réponse aux questions. C'est vrai qu'on ne pense pas à élargir justement ces champs-là. On pense qu'on va trouver dans le présent ou dans le futur. On ne pense pas forcément à se référer à nos familles, quoi, pour ces réponses-là. Non, non, c'est important. Mais du coup, tu vois, ça revient à ce qu'on dit souvent de l'art, que c'est la manière de retracer l'histoire, mais aussi de laisser une trace en fait pour les futures générations. Et Exactement. Ouais. malheureusement, c'est un domaine qu'on a tendance un peu à minimiser parce qu'on dit qu'on n'en vit pas très bien. Mm. Mais il y a des artistes qui essayent en fait justement de se débattre et de vivre de leur passion. Donc je ne sais pas si selon toi, Senami, c'est vraiment possible de vivre de son art, que ce soit au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Je pense que l'artiste, parfois, je me lève le matin, je me dis, waouh, pourquoi tu as choisi un métier pareil? Mais au fond, ce n'est pas toi qui choisis le métier, au fait. Je Mm. pense qu'être artiste, euh, on ne le devient pas, on l'est, en fait. Tu l'es, c'est tout, c'est ce que tu es. Parce que fondamentalement, l'artiste, c'est un être libre qui passe son temps à se poser des questions que la plupart des personnes vont trouver stupides, un peu comme un scientifique d'ailleurs, qui se pose des questions, toutes sortes de questions et tout, et qui regarde un peu de son point de vue, là où il est pêché, il regarde un peu la société, et il fait avec, il regarde, il observe, et il fait avec, il se nourrit de ça pour sa création. Et fondamentalement, c'est un être libre. C'est un être libre. Et c'est vrai, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas tous les jours on vend des œuvres. C'est un métier qui demande énormément, mais c'est un métier dans lequel on se construit avec le temps. Mhm. Et généralement, c'est ce qui fait que on a du mal au début à se gérer parce que même quand tu as plusieurs années de carrière derrière toi et tout, il y a parfois des coups durs et tout parce qu'il n'y a pas de la stabilité, il n'y a pas un salaire, etc. et tout. Mais je le dis, la stabilité n'existe nulle part, hein. Même le C'est ça. salarié, la stabilité, c'est juste illusoire. Tout est une question d'organisation. Donc, Tout le à fait. reste, il faut juste prier et avoir la chance d'avoir des bonnes opportunités, les saisir et pouvoir aller de l'avant. Parce que, en réalité, c'est ça. C'est ce qui fait l'artiste, les bonnes opportunités. On se les crée, parfois elles nous tombent dessus et on fait avec et on va tout de l'avant. Mais moi, je dis que ce soit de l'art ou d'autres choses, si tu veux vivre de quelque chose, ça dépend de toi. Et moi, aujourd'hui, je suis dans le domaine artistique. Je le disais il y a une semaine, j'étais à un talk sur la bande dessinée et on me demandait justement voilà, pourquoi il n'y avait pas assez de femmes dans le domaine de la BD et tout en Afrique et au Bénin spécialement et tout. Et je disais là, en fait, parfois pour faire les choses et être à fond dedans, il ne faut pas avoir de garde-fou. Donc, tu ne fais que ça. Mm. Parce que quand tu as des garde-fous et tu te dis, bon là, si ça va mal, je peux toujours me rabattre sur ça ou ça ou ça. Parfois, on a tendance à vouloir prendre la fuite. Mais Mhm. quand tu donnes tout, même quand ça chauffe, tu sais que tu es dedans, tu vas y arriver. Et tu te creuses la tête, tu trouves les réponses, tu trouves les moyens et tu vas de l'avant. C'est vrai que ce n'est pas toujours rose, mais on trouve des solutions. Donc, si on a envie de faire quelque chose, on a la volonté, la détermination. Je pense qu'avec le temps, parce que c'est important, le temps, c'est un élément on ne calcule pas toujours, c'est un facteur, on croit le maîtriser, mais le temps parfois s'impose à nous parce que tu Mm. peux faire ton programme sur tel temps, sur tel délai, etc. Et le temps va s'imposer à toi en positif et ça ira. Quoi. Ouais, Bah, en tout cas, c'est des précieux conseils pour ceux qui veulent se lancer, hein. ouais, ça. Ça, c'est clair. Ah, c'est Moi, je ne décourage pas. Je ne décourage pas parce que ça ne sert à rien de décourager. Chacun avec son expérience et ouais. chacun avec ce qu'il vient chercher dans l'art ou vient trouver dans l'art. Mm. Donc, moi, au fait, je ne pense pas que je me suis imaginé artiste, hein, pas fondamentalement. Il y a 15 ans de cela, ce que je rêvais de faire, c'est peut-être la publicité, avoir une agence de publicité, faire
dans la vidéo parce que j'étais fascinée par les publicités qui passaient à la télé. Je trouvais que c'était cool de pouvoir concevoir une pub pour un produit et amener les gens à dépenser de leur argent dedans. C'est juste fascinant. Ce qu'une pub peut t'amener à faire. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être de là que ma passion de l'image est partie, au fait. Et au fait, à la base, moi, c'était ça ma passion. Je voulais vraiment vendre du beau à travers la publicité, amener les gens à faire des choses. Donc, voilà. Mais il s'est fait que, bon, la vie a fait que, voilà, et je suis devenue artiste et je me découvre en tant que passionnée d'histoire, de mémoire et de questions identitaires. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de mémoire du corps? Parce que franchement, moi, c'est quelque chose, enfin, rien que cette phrase-là, moi, ça me parle beaucoup. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ok. La mémoire du corps, je pense que ça s'explique simplement. Le corps en lui-même, il a la capacité d'enregistrer à notre insu tout ce qu'on vit, comme émotion, comme douleur, absolument tout. Et inconsciemment. Donc, on n'en a pas toujours conscience. Et cela depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Et parfois, face à des situations de la vie, le corps réagit. Le corps réagit, ça peut être par des allergies. La peau, généralement, réagit. La peau réagit énormément. Donc, le corps va trouver le moyen de te dire, écoute, là où tu vas, là, tu me stresses, ou là où tu vas, là, il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas et tout. Et en réaction à nos émotions, à ce qu'on vit, il nous envoie une réponse. Et généralement, on n'écoute pas cette réponse-là. Ah, ça. On ne l'écoute pas. Et c'est simple. À un moment donné, ton corps progressivement va t'envoyer des signaux que tu vas ignorer, mais qui vont te revenir dessus. Paf! Donc, la mémoire du corps s'exprime par, c'est en quelque sorte le corps qui, comment vais-je dire, enregistre nos émotions, tout ce qui se passe dans notre vie et à notre insu, et nous le rend dans des situations données où quand il en a assez. Ça peut être par la maladie, ça peut être par des douleurs chroniques, ça peut être par des réactions allergiques qu'on ne maîtrise pas, ça peut être par pas mal de choses. Ça réagit vraiment de mille façons. Et un exemple parfois aussi, c'est que tu peux te cogner le pied comme ça juste, ou bien, je sais pas, le genou aujourd'hui. Là, sur le coup, tu as mal, tu as sauvagement mal. Et bizarrement, 15 minutes après, tu touches ton doigt, tu ne ressens plus rien. Tu peux te lever dans 6 mois et commencer par avoir mal au genou sans savoir pourquoi tu as mal au genou. Donc, sur le coup, le corps, il a accusé, mais il te le rend à un moment peut-être où tu es peut-être sous stress ou tu as vécu un truc particulier. Là, il te rend cette douleur-là pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le maladie, comme on le dit, au fait. Ouais. Quand on ne s'exprime pas, on dit tout ce qui ne se dit pas, ne s'exprime pas, s'imprime dans le corps, se grave dans le corps. Quand tu as une colère qui ne passe pas et que tu gardes en toi et tu gardes ça comme ça va te bousiller de l'intérieur à un moment donné, ça va exploser et ça va se ressentir dans ton physique. Donc, tout ça, c'est de la mémoire corporelle. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne s'écoute pas. Et je pense que la plupart des problèmes et des maux dont souffre la société d'aujourd'hui viennent de là. On fuit. On fuit. On a peur du vide, on a peur du silence, on a peur de la solitude. Et on s'échappe à travers nos écrans, on s'évade à travers nos écrans. On est seul, mais on ne veut pas être seul. Et on ne s'écoute pas. Mais parfois, il faut juste s'écouter. Il faut juste écouter. Parfois, j'ai même l'habitude de dire, Dieu, il te parle, mais tu fais des prières. Parfois, tu ne donnes même pas l'occasion au mec de te répondre. Tellement que tu fuis, tu veux pas écouter et tout. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et c'est juste écouter son corps. C'est très important. Et un peu plus tôt, vous parliez du sucre. Nikita qui a passé un mois ou quelques semaines sans sucre, sans consommer du sucre, etc., des gâteaux et tout le reste. Mais laisse-moi te dire que moi, c'est mon quotidien depuis pratiquement, je sais pas, 8 ans. C'est vrai ça? Donc, ouais. Et je consomme énormément. Déjà, de nature,
le sucré, je ne consomme pas l'hyper sucré, mais je consommais quand même du sucre énormément. Mais depuis un bon bout de temps, le sucre, j'en consomme beaucoup moins. Je prends beaucoup plus de jus de fruits, beaucoup de thé chaud, énormément de fruits, énormément de tisanes, bon, à base de nos plantes, de nos épices, etc. Donc, même dans ce que je mange, je fais tout pour que ce soit au naturel, Ouais, en fait. ouais. Et parce que je suis arrivée à un niveau où je me suis rendu compte que mon corps je développais des allergies par rapport à certaines choses. Et je me suis dit, mais si tu ne t'écoutes pas, c'est qu'à un moment donné, tu vas en avoir ras-le-bol. Donc, au fur et à mesure, quand je mange quelque chose, j'essaie de rester à l'écoute pour voir, OK, d'accord, là, est-ce que ça passe pas? Et quand je mange ça une, deux fois, je vois que je développe les mêmes réactions, je dis, OK, là, ça va pas. Je peux manger ça, je sais pas, quelques temps après, ça va passer. Le corps, c'est le véhicule de l'âme, au fait. Donc, il faut en prendre soin aussi. Ah, ça, c'est exactement ça. Bah, écoute, je suis dans la même démarche et j'espère pouvoir la continuer parce que, mine de rien, quand on coupe le sucre, on sent vraiment, vraiment la différence. Et pas que le sucre, hein, que ce soit tout ce qui est gluten, enfin, j'ai envie de dire Ah, c'est à ça, la tu mode, sens c'est tout de pas à suite la la mode, différence, mais hein. ouais, tu sens la différence, que ce soit produit laitier, on sent la différence. Donc, Ouais, le ouais, le lait, lait aussi. et ça, j'ai arrêté. Mais j'étais J'ai une arrêté. team lait, mais à fond, à fond, à fond. Et justement, Moi avec ce aussi. challenge-là, j'ai tout coupé. Et honnêtement, je vois la différence. Je vois La absolument la digestion, ça différence. va beaucoup mieux parce que Exactement. le lait, c'est lourd à digérer. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Sebi. Ah, Non. si, mais je me suis jamais vraiment penchée sur ces travaux. C'est sur ma liste des choses à faire. Mais Voilà. voilà, lui, il prenait une alimentation très alcaline. Je sais pas comment ça se dit en français. Bon, très Ouais, c'est basique, ça. pardon. Oui, Très basique. Mm. ouais, très basique. Parce que le corps a tendance Donc, ah, oh, mince. Le oui, corps a acidifie, tendance, voilà, à s'acidifier avec tout ce qu'on et consomme. acidifié. Voilà. Donc, du coup, lui, il voulait équilibrer et balancer tout ça. Donc, c'est Ah, c'est sur ma marrant, c'est liste le régime que de j'ai trucs à eu. faire. Hein? T'as dit? C'est le régime que j'ai eu. Bah, c'est puisque j'avais mes problèmes de santé, donc on m'avait dit que j'avais le corps trop acide. Ouais. Donc on m'avait prescrit tout un truc à suivre. Bon, après, c'était pas drastique dans le sens où il fallait couper tout ce qui était acide, mais c'était de trouver vraiment une bonne balance. Et Hmm. c'était intéressant comme test parce que du coup, j'étais avec un bout de papier à noter tout ce que je consommais. Parce que je me disais que je consomme pas tant de sucre et tout, mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'avais un réel problème avec le blé. Donc Ah, il fallait Ah que ouais. je... eh ben, dis donc, c'est très intéressant tout ça. Donc, c'est un peu ça. Le docteur Sebi, par rapport au lait, il dit le lait de vache, c'est pour le veau. Oui, Oui. il a pas tort. Il a pas tort. Attends, est-ce que Et c'est lui qui aujourd'hui, dit que les êtres je- humains sont les seuls à consommer le lait d'une autre espèce humaine, ouais, je pense que c'est d'un lui. être Je pense que vivant? c'est lui. Hmm. Ouais, c'est ça, je pense. Donc, sur ce point, je pense qu'il a raison parce qu'aujourd'hui, en plus, notre alimentation, il est tellement modifié Ouais, c'est qu'avec les engrais, les produits chimiques et tout, même en Afrique, aujourd'hui, nous avons des OGM, on consomme des OGM au quotidien. bien sûr. Et c'est ce qui fait que de plus en plus, nous développons des allergies. Et le blé, aujourd'hui, je pense que le blé, c'est parce que dans le blé, il y a pas mal de choses qui sont utilisées que de plus en plus de personnes sont allergiques au blé. Donc, malheureusement, nous n'avons plus une alimentation aussi saine. Et moi, je dis, j'ai l'habitude de le dire, dès que j'aurai les moyens, j'aurai mon chien à moi, je pense que je vais peut-être faire quelque part un petit potager pour cultiver moi-même Oh, là, ça, mes c'est pas mal, propres, ça. mes propres légumes. Parce que en Afrique, c'était un peu ça. En tout cas, moi, dans mon enfance, quand j'étais plus petite, c'était un peu ça. Parce que tu allais dans une maison et tu vas toujours voir, ils avaient des légumes plantés là. Et quand on a besoin, parfois, on va juste, on va en acheter, on va en récolter et tout. Et Hmm. malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui se perdent. Mais il faudrait qu'on retrouve ces habitudes parce que ce que la société de consommation nous offre n'est plus vraiment adapté à notre santé, je pense. Donc, Exactement. il Effectivement. faut qu'on fasse un travail sur ça. Moi, ça, c'est mon rêve, c'est d'avoir mon petit potager et consommer des petits légumes. Non, je trouve ça intéressant. Bah écoute, je suis en train de me dire que rien n'est dû au hasard. Sénami, tu as bouclé toutes les boucles qu'il fallait boucler. Je te jure, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est Que ce soit incroyable. la saison 1 ou notre vie actuelle, tu as tout bouclé.
Ah ouais. Ben, je suis contente alors. Donc, je sais pas si Niki, tu avais d'autres questions. Bah non, c'est juste pour te dire merci parce que mine de rien, comme je disais au début de l'épisode, on a vachement galéré pour que non seulement nos horaires coïncident, là on a galéré un petit peu avec la connexion, mais ça en valait la peine. Franchement, je suis très très contente de cet épisode, je suis très contente de cet échange qu'on a eu, très riche. Tu es quelqu'un de très réfléchi, qui va au-delà de ce qui paraît en fait. Tu pousses ta réflexion assez loin. Et c'est très, très intéressant d'échanger avec toi. J'adore ta vision Merci des choses. beaucoup. Ouais. Ouais, c'était super. Merci. Ça va. Déjà avec ton art, ça m'avait vachement ému. Mais Ouais. là, notre échange, c'était vraiment. Je pense que j'en avais besoin même. Oh. Ça m'a fait. Non, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère que beaucoup de gens t'entendront aussi raconter ton Ouais, histoire, partager tes réflexions, parce que ça amène vraiment à se poser aussi d'autres questions et ça conforte aussi sur certaines positions. Donc, exactement. merci à toi, Sénami. Merci à vous. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole sur votre podcast. Bon, j'espère que ceux qui nous écouteront pourront, voilà, avoir le même plaisir à écouter cet audio et que ça leur apportera quelque chose, en fait. Donc, On l'espère aussi. Du Ah, coup, n'oublions pas la dernière rubrique. oui, c'est ce que j'allais dire là. Du coup, On passe au kiff du moment. voilà, exact. ok. Ouais. Donc, Sénami, comme tu es notre invité, on va commencer par Ok. toi. Est-ce que tu aurais, donc nous on appelle ça un kiff du moment à nous partager, donc une recommandation, quelque chose qui t'a plu ces derniers temps que tu aimerais partager avec nous autres? Ok, bon, c'est deux choses, mais bon, je dirais kiff du moment, mais pour moi, ça fait partie de mon quotidien. C'est le jeûne et surtout le jeûne intermittent. Ah, Ah, vas-y, vas-y. Vas-y. Le jeûne et surtout le jeûne intermittent, et parce que je trouve que c'est quand même important, ça permet de se retrouver, ça donne du repos au système digestif, parce que mine de rien, au fait, la digestion nous prend beaucoup d'énergie. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'une fois qu'on finit de manger, on est un peu fatigué et tout. Hmm, Donc, le jeûne intermittent permet quand même de se retrouver. Et je pense que, d'après ce qui est dit, ça aide quand même à se remettre sur pied, à être plus ou moins en forme. Et j'invite les gens à essayer. À hmm. essayer, voilà. Et essentiellement, ce que j'ai l'habitude de dire, il faut manger quand on a faim. Il ne faut pas manger ses émotions. Il faut manger quand on a faim. Très mhm. important. Très, très important. Voilà. Donc, le deuxième kiff, c'est la marche. Je marche beaucoup. J'aime beaucoup marcher les soirs et tout. 30 à 45 minutes de marche. Ça Waouh. dépend. Je peux faire 3 km, 5 km, 7 km, ça dépend. J'essaie de le faire 2 à 3 fois par semaine, plus si j'ai la possibilité. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'aime bien me balader les soirs avec mes écouteurs dans les oreilles et l'application qui me permet de voir le kilométrage et tout pour savoir à peu près combien de kilomètres j'ai fait et tout. Donc, voilà un peu mes deux kiffs du moment. Ah, ça, c'est bien Ça ça. n'a rien C'est d'artistique. bien. Ça n'a rien Ah non, d'artistique, mais mais bon, voilà. c'est super et c'est en phase avec notre conversation, hein. Exactement. Ouais. Et toi, Niki? Alors, mon premier kiff, c'est un livre que j'ai commencé à lire. Euh, je pense que tu sais ce que c'est. C'est Françoise Ouais. Vergès, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme. Vraiment, Ah, ça m'intéresse. je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça parce que c'est hardcore. C'est un truc de ouf. Chaque fois que je lis des œuvres de cet auteur-là, je suis toujours en mode mais what the fuck, tu vois, parce que enfin c'est un truc de ouf. Dans le sens où enfin c'est incroyable que des choses comme ça puissent se passer en fait et que personne n'en parle, tu vois. C'est dans ce C'est sens-là. poignant. Non mais c'est ouf. Et du coup bah je le dévore en ce moment et voilà quoi. Ça rajoute il se rajoute à ma collection à ma bibliothèque de livres. Et le deuxième kiff, bah écoute, comme c'est une amie, je me suis remise enfin, je me suis remise. J'ai jamais été une sportive. J'ai commencé le sport, je me suis inscrite dans une salle de sport.
Et bizarrement, je prends plaisir à y aller. Je trouve ça hyper pénible, mais à la fin, je suis requinquée, je prends plaisir à y aller et je sens que je fais du bien à mon corps. Pareil, j'ai commencé aussi le jeûne intermittent. C'est un truc de ouf, c'est Nami, parce que là, on dirait qu'on fait les mêmes choses alors on s'est pas accordé, quoi. Pour ma santé, il m'a été conseillé aussi le jeûne intermittent. Je le fais. Enfin, je vois des changements, en plus du sport, en plus du sucre en moins. Donc là, on va dire que je suis en train de bien prendre soin du véhicule de mon âme. Donc voilà, pour passer ces termes-là. C'était ça mes deux kiffs. Et toi, Bi? C'est bien. Je vais pas vous mettre le jeûne intermittent. J'ai fait une pause dessus, donc je suis pas dans votre team. Non. Donc du coup, moi, en ce moment, je lis Debout payé de Gauze. Ah, enfin! Ouais, bah parce que du coup, j'ai des phases où je lis et que j'arrête de lire. Et Ouais, là, je me suis dit, ça y est, je prends du temps. Donc, je me suis relancée. Et c'est hallucinant, sa manière d'écrire. J'adore. ouais. Parce T'as vu, que hein? c'est atypique, hein, dans le sens où tu as la narration de base, mais après, tu as d'autres scènes. En fait, c'est comme si tu assistais à une série, en fait, avec Ouais. plein de figurants et des passages différents, et t'imagines des scènes différentes. En plus, il te met la musique en fond, donc oh là là, c'est génial. En fait, on dirait que t'es dans sa tête quand tu lis. C'est Mais un oui. truc de ouf. Attends. Donc, franchement, j'adore. Donc, je suis super contente. Donc, ça se passe super bien. Et la deuxième chose, bon, c'est pas un kiff, mais Ouais. c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. On était à l'hommage pour le décès du photographe Franck, Franck Hanni. Franck, Ouais, Ouais. ouais. C'était super bien fait. C'était très chargé sur le plan émotionnel, mais ça m'a amené à me poser la question de qu'est-ce que tu laisses quand tu pars? Hmm. ma fameuse question que laisseras-tu de toi? Voilà. Purée. Et, et ouais, et en fait, bon, c'est pour ça que bon, c'est pas un kiff, mais en soi, et j'étais vraiment agréablement touchée de voir autant de belles paroles, de belles choses qui ont été dites à son sujet, Hmm. et ce qui a été capturé, que ce soit par les mots ou par les images. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi une belle manière de son entourage d'avoir pu trouver une manière de véhiculer ses émotions. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça, en fait. Voilà. Oh. Mm. C'est beau tout ça, c'est beau. Donc c'est Nami, encore une fois, on te remercie d'avoir accepté de parler avec nous, d'échanger, de partager ton expérience, de raconter ta vision de la vie. C'est un réel plaisir et c'était bienvenu, franchement. Plaisir partagé. Merci beaucoup, c'était un super épisode. Ouais, Donc, merci à toi aussi, Niki, pour cette belle expérience du jour, cette belle discussion. ouais, Et merci de à faire toi. toujours des belles rencontres comme ça où tu insistes. Voilà. Et donc, j'espère que les auditeurs et auditrices vont apprécier cet épisode autant que nous, on apprécie à le faire. Ouais, Et qu'on est toujours là pour continuer les échanges, que ce soit sur Facebook, Instagram ou par mail à madameattrapetoncoeur@gmail.com. exactement. Et voilà. Donc, si certains ont des messages audio ou écrits à partager avec nous, on sera ravis aussi de les avoir et de partager dans l'épisode suivant. N'hésitez pas et toutes les références qu'on a citées seront listées dans les notes de l'épisode. Bonne soirée, c'est Nami. Bonne soirée, Bonne Vigilance. soirée les filles.